Bien, écoutez, merci de votre présence. J'espère vraiment que vous allez passer de bonnes vacances pour affronter cette rentrée agitée, mouvementée. Comme je le disais, pour nous, à Coupe de France, mêlée de nombreuses inquiétudes, mais aussi d'un peu d'espoir et puis de projets, puisque nous en avons dans cette maison pour la coopération agricole et les coopératives elles aussi. Pour ceux qui auraient des contraintes, je vous propose de procéder comme suit, de balayer avec vous la situation des filières, qui sont en plus pour la plupart confrontées à l'embargo russe. Vous savez que nous serons réunis chez le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire cet après-midi sur ce sujet. Je voudrais évoquer aussi l'évolution ou la non-évolution des relations industrie-commerce, ce qui nous préoccupe au plus haut point, et puis revenir sur quelques sujets pour lesquels nous sommes mobilisés depuis fort longtemps, comme l'écotaxe, qui, si elle n'a pas changé, enfin, si elle a changé de nom, n'a pas tellement changé de raison. Et puis finir par quelques projets qui nous animent à COP de France. Mais donc, pour une vingtaine de minutes, si vous en êtes d'accord, ensuite je répondrai à vos questions, et puis je précise à ceux que ça intéresse que je serai assez disponible pour répondre après la conférence à ceux qui le souhaiteraient. Bon, mais d'abord, je voudrais vous révéler notre profonde inquiétude quant à l'évolution des secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire, puisqu'il y a quelques mois, enfin au début de l'année, je vous confiais que nos secteurs s'en sortaient plutôt mieux que d'autres, même si nous n'étions pas euphoriques. Ce temps est malheureusement révolu, la situation n'est plus aussi vraie. Certes, nous n'en sommes pas à la situation de l'industrie manufacturière, mais la tendance de ralentissement qui a été confirmée au cours de l'année 2013 s'accentue. Le chiffre d'affaires de l'industrie agroalimentaire n'a progressé que de 0,6% en 2013, et cette tendance est en train de se confirmer sur le premier semestre, cette tendance de baisse, et donc nous n'échappons plus aux grandes conséquences de la crise que traverse notre pays. Pour la première fois, la production en volume a baissé de 2,2%. Ça n'était jamais arrivé dans le secteur de l'agroalimentaire. Nous avons perdu 4 850 emplois, constaté 316 défaillances d'entreprises. Ça, ce sont des chiffres de l'année 2013 qui ont été donc officialisés. Et nous savons les pressions qui existent actuellement dans plusieurs entreprises. Donc la situation ne s'améliore pas, et on constate actuellement que nombre d'emplois sont menacés. Tous les maillons de la chaîne alimentaire souffrent, j'y reviendrai, tous, sans exception, qu'il s'agisse de la production, de la transformation, de la distribution, de la restauration. Partout nous constatons des dégradations d'activité. Les prix à la consommation des produits alimentaires ont reculé de 1,8% en juin 2014, et c'est le 4e mois consécutif de déflation pour les produits alimentaires. Le 4e mois consécutif. Donc, lorsque la déflation est évoquée maintenant, elle est malheureusement une réalité s'agissant des produits alimentaires. Donc, on pourra revenir sur cette évolution inquiétante. Beaucoup de clignotants qui étaient encore à l'orange il n'y a pas très longtemps sont en train de passer au rouge. Alors, vous comprendrez que nous souhaitons à COP de France la pleine réussite de ce nouveau gouvernement. Et nous prendrons notre part, et toute notre part de responsabilité pour que ce soit le cas. Nous saluons le discours du Premier ministre prononcé au lendemain de la nomination de ce nouveau gouvernement devant l'Union
l'université du MEDEF, confirmé dans ses prises de parole depuis. Nous saluons cette réconciliation qu'il a tenté d'entreprendre avec le monde de l'entreprise. Il y a suffisamment maintenant de recul pour constater que notre pays ne retrouvera la croissance que si le monde de l'entreprise retrouve la confiance, est allégé de ses contraintes et de ses prélèvements. C'est le tout premier facteur de création d'emplois, et le Premier ministre l'a confirmé avec beaucoup de conviction, en essayant de nous assurer d'une certaine confirmation dans la durée de cette volonté. Et c'est bien ce qui nous manque jusque maintenant, ce sont ces contradictions, ces allers-retours, ces couacs, il y en a encore, qui empêchent toute la lisibilité dont ont besoin les entreprises pour retrouver de la confiance. Donc vraiment, le discours du Premier ministre, il nous convient et on le salue. Vous avez peut-être pu remarquer que je me suis réjoui de la nomination d'Emmanuel Macron. D'abord parce que je sais que c'est un fin connaisseur du monde coopératif, y compris du monde coopératif agricole, et du secteur de l'agroalimentaire, qu'il a largement côtoyé dans ses fonctions, dans ses responsabilités de banquier. Fin connaisseur de la coopération, agricole aussi parce qu'il l'a côtoyé. Et d'ailleurs, je lui fais porter aujourd'hui même, et au lendemain de sa visite dans une SCOP, hier, une invitation à se rendre dans une coopérative agroalimentaire. Enfin, la confirmation de Le Foll, pour nous, est un gage de stabilité. Et c'est bien nécessaire au moment de la nomination d'une nouvelle commission à Bruxelles. Nouvelle, y compris pour l'agriculture, puisque depuis quelques jours, nous constatons que le renouvellement de Dacian Ciolo s'est largement compromis. Donc que nous ayons un ministre de l'Agriculture qui puisse s'inscrire dans la continuité, dans ce paysage extrêmement compliqué et difficile à Bruxelles, c'est une chose c'est un événement que nous saluons. Voilà, nous venons-en rapidement aux filières. Je m'arrêterai sur celles qui sont dans une situation plus délicate que d'autres. On parle beaucoup de la filière céréalière et des conséquences de cette moisson qui s'est déroulée dans des conditions climatiques difficiles. Je me tourne vers les analystes de tous bords pour leur demander, au lieu d'affoler tous nos clients, comme ils le font et comme ils l'ont fait ces dernières semaines, qu'ils se tournent vers les acteurs économiques que nous sommes. C'est bien beau d'analyser la situation comme ça dans son bureau, dans son ordinateur, avec quelques chiffres, mais qu'ils viennent donc nous demander ce que l'on va faire de cette récolte. Et nous, les coopératives, nous sommes, dans cette année difficile, en train de retrouver les fondamentaux de notre métier. C'est quoi notre métier? C'est justement l'allotement, le travail des grains. Et vous savez par exemple que la coopération à elle seule détient plus de 70% de la capacité de stockage des grains en France. Les silos que vous voyez dans la nature sont très majoritairement ceux des coopératives, et ils ont cette fonction de faire de l'allotement. Donc aujourd'hui, nous sommes en mesure, je m'arrête sur l'allotement pour vous illustrer ça de façon très concrète. Dans ma coopérative, EMC2, c'est une PME, nous faisons 1 million de tonnes de collecte, nous ne sommes pas parmi les plus grands de notre pays. Nous avons réalisé à ce jour 16 000 analyses. 16 000 analyses. Nos laboratoires travaillent 24 heures sur 24 depuis le début de la récolte. Nous analysons ce fameux indice de Hagberg, le temps de chute. Bon, je ne vais pas vous faire un cours sur le sujet, c'est quoi? On prend du blé, on le passe au moulin, il en sort une farine. Cette farine, on la mélange un peu avec de l'eau, bien évidemment, et on fait tomber un plomb, et on mesure le temps que le plomb met pour traverser la couche de pâte. Lorsque le plomb traverse cette couche très rapidement, ça veut dire que l'amidon est empreint de glucose.
Et donc vous avez une sorte de sirop. Plutôt que d'avoir affaire à une belle pâte, vous avez un sirop. Et cette qualité n'est pas propice pour faire du pain. Vous allez avoir un pain avec une croûte très rouge qui ne sera pas d'une qualité appréciable. Donc, il y a des normes qui ont été définies. On considère que lorsque ce plomb met moins de 220 secondes pour traverser cette couche, là, c'est que la pâte n'est pas est trop en sirop. Et donc, c'est 220 secondes au moins qu'il faut pour traverser. Voilà. Donc, c'est les analyses qui sont longues. On met au moins 5 bonnes minutes par échantillon. Et on en a fait 16 000 dans ma coopérative. Et toutes les coopératives de la zone nord de la France ont eu recours à tout ça. Donc, avec ça, on sait ce qu'on possède. On a pu faire de l'allottement, on a pu séparer, etc. Et donc, je veux vous dire que nous satisferons, bien sûr, la demande de la meunerie française. Évidemment. Et évidemment qu'il y a suffisamment de bon blé pour faire du bon pain à nos concitoyens. Nous satisferons la demande de l'industrie amidonnière, celle de la nutrition animale, bien sûr. Et d'ailleurs, n'est-ce pas le temps de se mettre autour de la table? Mes collègues de la nutrition animale étaient souvent tentés de sortir des communiqués pour dire que les céréales étaient trop chères, l'aliment du bétail trop coûteux, etc. Bah, c'est le moment de s'inscrire dans la durée, peut-être sur 18 mois, pour assurer un coût de production, cette fois, en nutrition, bah, qui ne sera jamais aussi bas. Hein. On peut quand même difficilement espérer que les céréales descendent en dessous de 100 € et on a affaire aujourd'hui à une situation de prix qui est plutôt satisfaisante pour ce secteur, en plus à de l'argent qui n'est pas cher. Alors certes, nous n'en sommes pas à obtenir les conditions que la France a obtenues avant-hier en levant 8 milliards à des taux négatifs, mais enfin l'argent n'est pas cher. Donc on peut imaginer que des filières stockent, hein, puisque le coût du stockage serait allégé par le prix de l'argent. Donc nous satisferons cette demande industrielle et nous saurons exporter des céréales, évidemment. Donc le problème est moins de savoir comment on va gérer cette diversité de qualité, parce qu'il y a du très bon, il y a du bon, il y a du moins bon. Ce problème-là, on le surmontera, j'en suis sûr. Par contre, nous sommes assez inquiets sur l'état des marchés dans le monde et donc les conséquences sur les prix. Là vraiment, on constate malheureusement dans nos coopératives une forte dégradation des trésoreries des agriculteurs. Ça, c'est un sujet qui nous inquiète et qui me permet de vous dire que on a quelques indicateurs qui montrent que dans le secteur de l'élevage, les choses vont un peu mieux. Moi, je vis dans une coopérative qui fournit du machinisme agricole, c'est tout un indicateur. Hein. Vous savez que la situation a été euphorique ces dernières années. Elle l'est beaucoup moins, il y a même un vrai coup d'arrêt. Et on voit que c'est plutôt dans le secteur laitier, et même dans le secteur de la viande, qu'il y a encore quelques investissements, etc., et que la situation semble un peu meilleure que d'habitude. Là où ça va mal encore, et où nous sommes très inquiets, c'est du côté de la volaille. Que vous dire? C'est une situation ubuesque. Ubuesque. Qu'est-ce que peuvent faire nos coopératives, que je ne cesse d'interpeller sur le sujet, face à des opérateurs qui traînent un endettement pour lequel aucune solution ne semble se dessiner? Bon, je peux le citer ici, je pense à un acteur comme Doux, hein, c'est pas une révélation. 180 millions d'euros de dette, une séparation avec les activités du Brésil qui n'est toujours pas réalisée, qui n'est toujours pas actée. À côté, un groupe comme Tilisapco qui quitte à bout de force, qui fait un jour par semaine, je crois, d'activité. Et ces choses-là durent, aucune solution ne se dessine, aucun de ces deux acteurs ne semble vouloir mettre les choses sur la table de façon à ce que les acteurs que nous sommes et d'autres puissent prendre le dossier à bras-le-corps et voir quel avenir on peut imaginer. C'est une situation ubuesque. Un jour, on vous sort le nom d'un Israélien qui viendrait tout racheter, restructurer tout ça. Le lendemain, il a disparu, après une seule réunion chez le préfet. Bon, enfin, vraiment, on est dans le brouillard le plus total.
Et les inquiétudes sont immenses, et particulièrement, bien sûr, dans le maillon de la production, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi un effet domino dans tout ça, et la filière en souffre dans toute sa globalité. Dans la situation du porc, bon, nous n'avons pas été complètement surpris de voir les difficultés du groupe SECAB et de sa filière GAD. Il semble se dessiner un scénario pour lequel beaucoup se réjouissent. Nous, pas tant que ça. Pas tant que ça. Vous savez, j'ai fait le point hier, il n'y a qu'en France, je n'ai pas trouvé un autre pays dans le monde dans lequel c'est le cas, il n'y a qu'en France que la distribution, que certains distributeurs veulent devenir ou sont industriels. C'est une situation que vous ne trouverez nulle part ailleurs, qui est même interdite dans certains pays, et tout près de chez nous en Angleterre. Le distributeur n'a pas le droit d'être acteur industriel. Bon, voilà, nous voyons comment une enseigne comme Leclerc, qui est un acteur industriel dans la filière bovine, dans les filières viande, nous voyons quelle est sa stratégie. Nous craignons que ce soit pour lui l'occasion d'activer une stratégie de produit d'appel et qui, au fond, peut pénaliser la filière tout entière dans la durée. Quand je discute avec d'autres opérateurs industriels, ils disent qu'ils ne savent pas comment rivaliser avec la stratégie de Leclerc, cette stratégie intégrée. Donc, voilà, nous, bien sûr qu'il y ait une solution pour le maillon de la production immédiatement, et pour sauver des emplois, on peut se dire, bah, tant mieux, bravo. Sur le moyen et long terme, nous ne sommes pas rassurés par cette solution. Alors, je ne m'attarde pas sur la filière laitière, je vous disais qu'elle allait nettement mieux, même si tout le monde craint les conséquences de l'augmentation de production sur un marché pour l'instant qui absorbe bien tout ça, mais qui, au dire de certains, pourrait se compliquer sur l'année 2015. Le secteur de la viticulture, qui a été très frappé dans certaines régions par des aléas climatiques, devrait tirer son épingle du jeu. En tout cas, les stocks sont au plus bas dans cette filière, donc les vendanges s'annoncent plutôt bien. Oui, je crois que c'est vraiment une filière qui est en train de retrouver un peu d'espoir. Par contre, la situation des fruits et légumes est vraiment inquiétante. Vraiment inquiétante. Bien sûr, elle vient s'aggraver par l'embargo russe, je vais en dire quelques mots. Mais même sans cet embargo, nous avons vu au cours de cet été des situations et des concurrences contre lesquelles on ne peut rien. Quand on nous dit que des camions quittent l'Espagne sans prix, ils partent chargés, et les distributeurs les attrapent au vol, etc. Et vous vous retrouvez avec des pêches, des nectarines à moins d'1 euro le kilo. Enfin, c'est des choses absolument incroyables contre lesquelles on ne peut absolument rien, compte tenu de nos coûts de main-d'œuvre, etc. Cette situation entraîne tout simplement un découragement total de la production. Et hier, avec Yves, nous étions à côté de producteurs qui disaient, moi, pêche, nectarine, j'arrache, et savez-vous ce que je vais faire à la place? De la vigne. Voilà. Bon, donc, vous voyez, je venais de vous parler de la vigne en disant qu'elle allait mieux, mais vraiment, cette filière fruits et légumes est carrément menacée, avec toutes les conséquences que cela comporte, parce que c'est une filière qui emploie beaucoup de monde, qui est vraiment un élément socio-économique fort pour nos secteurs. Alors, l'embargo russe vient confirmer, accentuer les difficultés. Quand on étudie les chiffres,
ils existent. Pour la France, on pourrait dire, mais pourquoi s'alarmer autant? En effet, pour la France, la Russie, c'est 8% du total de nos exportations. 8%. C'est donc un peu plus de 600 millions d'euros. En tout cas, c'était la situation 2013. Donc on pourrait se dire, avec ça, on va quand même pas s'écrouler, quoi. Oui, sauf que, pour l'Europe, la situation est tout autre. La Russie, c'est le deuxième marché des exportations européennes. Le deuxième. Et c'est 9 milliards. C'est pas 600 millions, c'est 9 milliards d'exportations. Avec des pays comme la Pologne, les Pays-Bas, l'Allemagne, etc., qui sont de gros fournisseurs. Et là, forcément, nous sommes devant une situation d'effet domino, hein, d'effet en cascade. Bien évidemment, ce que nos pays voisins ne pourront plus exporter risque de se retrouver sur le marché européen avec toutes ses conséquences en cascade sur les prix, puisqu'il y aura forcément des stratégies de recherche d'écoulement, de dumping, etc., avec tout ce que ça comporte. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes extrêmement inquiets sur les conséquences de cet embargo, et que la réunion de cet après-midi chez le ministre est très importante. Alors d'abord, heureusement que nous avons été dans notre secteur, en France, et je pense pouvoir dire toutes organisations professionnelles confondues, de grands défenseurs de la nécessité de maintenir des outils de régulation. Si on avait écouté Bruxelles, il n'y avait plus rien. On aménageait les DPU, on conservait quelques mesures pour soutenir l'assurance éventuellement, mais la gestion de crise, c'était quelque chose de complètement anecdotique. Certains envisageaient même de supprimer le stockage, l'intervention, etc. Or là, nous voyons bien que les premières mesures en faveur du secteur des fruits et légumes, c'est le retrait, c'est le stockage, c'est l'intervention qui est réclamée pour d'autres secteurs aussi. Donc heureusement que au cours de cette dernière réforme, la voix de la France a été suffisamment entendue pour que ces outils existent toujours et qu'on puisse y recourir. Le retrait n'est pas parfait, hein. Les mêmes producteurs de fruits que nous voyons hier nous disaient que les prix de rachat qui ont été retenus et fixés à Bruxelles, alors qu'ils tiennent compte d'un calcul bizarroïde qui consiste à analyser les coûts de production par pays pour les moyenniser avec... bon, en tout cas, ça aboutit à des prix de rachat dans cette politique de retrait qui n'incitent pas les producteurs à y recourir, certains préférant carrément jeter leur production. Donc cet après-midi, il faut qu'on revoie aussi avec le ministre les modalités de fixation de ce prix de retrait. On peut craindre aussi que certains, dans d'autres pays, s'y engouffrent et s'en servent aussi comme stratégie de dumping. Donc, nous allons cet après-midi demander une amélioration de tout ça, et surtout demander que Bruxelles se prépare à faire beaucoup plus, et donc à dépenser plus. Et là, ce n'est pas le budget agricole qui doit d'abord, et qui pourra, supporter les conséquences de cet embargo, qui, aujourd'hui, a été évoqué plus du côté des fruits et légumes, mais qui, compte tenu de ce que je disais tout à l'heure, et de ce que représente la Russie pour un grand nombre de pays européens, touche beaucoup de filières. On a recensé tous les produits qui pouvaient être, d'abord qui sont concernés par l'embargo, mais Bruxelles devra vraiment mettre la main à la poche pour soutenir les conséquences de tout cela, et ça doit sortir du budget agricole. On ne peut pas apporter de solution en se contraignant au seul budget agricole pour y répondre. Donc ça, c'est une décision qu'il faut que la France obtienne dans les prochains jours, dans les rendez-vous qui sont prévus à Bruxelles. Je veux vous dire un mot du paysage industrie-commerce. Vous savez que nous avons été conviés à Bercy, je crois que c'était le 16 juillet ou le 17, autour de Montebourg à l'époque et de quelques autres. Nous étions sortis de cette réunion plutôt rassurés, avec un volontarisme politique très affirmé, très confirmé, sur le thème la loi Hamon va apporter des réponses,
Et puis surtout, nous allons demander à la DGCCRF de veiller au bon respect de cette loi. Enfin bref, il y avait un affichage, une détermination, et nous étions sortis de là plutôt, oui, disons-le, plutôt rassurés. Nous sommes le 3 septembre, pas un décret de la loi Hamon n'est sorti. Moi je croyais que le gouvernement n'avait pas pris trop de vacances, mais peut-être que les cabinets en ont pris, en tout cas il n'y a rien. Pas un décret n'est sorti. On l'a encore vérifié hier soir. Attendez, la première chose à faire au lendemain de cette réunion de Bercy, c'était d'abord la publication urgente des décrets pour donner les moyens à la DGCCRF de sanctionner sur les bases nouvelles. Et que nous avons réclamé avec insistance. Alors certes, dans les décrets, il y en a un qui, vous le savez, ne convient pas complètement. Et d'ailleurs, ce qui se passe en ce moment démontre bien que si le décret était en application, je ne sais pas trop, ses conséquences seraient heureuses, c'est le décret de la renégociation. Alors peut-être est-ce celui-là, le décret de la clause de renégociation. Peut-être est-ce celui-là qui empêche le ministère de procéder à la publication de l'ensemble. En tout cas, c'est pas sérieux. Force est de constater que rien n'a changé depuis cette grande réunion, que les relations ne s'améliorent pas, que, comme je le disais en introduction, nous sommes dans une spirale négative autour de cette course effrénée à la baisse des prix, qui démontre aujourd'hui que les conséquences sont négatives pour tous les maillons de la production. Moi, je discute avec des dirigeants d'hyper ou de supermarchés, parce que j'en côtoie, j'en connais, etc. Ils me disent tous, sans exception, tous, que dans leur carrière, jamais ils n'ont été confrontés à une telle situation, à une telle érosion de leur marge, chez eux aussi. Donc, mais qui sort gagnant de cette situation? Qui sort gagnant de tout ça? C'est incroyable. Et rien ne s'améliore. J'étais avec un opérateur de la viande hier qui me disait tous les matins, appel d'offres, et à la baisse. Et bon. Alors, donc, il n'y a aucune évolution de ce côté-là. Vous savez qu'au début du mois de juillet, moi j'en avais appelé à une sorte de Grenelle de l'alimentation, agriculture, alimentation, parce que je pense qu'il faut impérativement mettre tous les acteurs autour de la table, autour de deux préoccupations. Des préoccupations immédiates, parce qu'il faut trouver des solutions pour sortir de là où nous sommes le plus vite possible. Et des solutions à moyen terme. Il faut que tous les maillons de la filière alimentaire se mettent autour d'une table dans un exercice de prospection, d'anticipation. Et qu'on ne soit pas toujours acculé dans des réunions de crise, etc. Et il n'y a pas d'endroit pour le faire. Il n'y en a pas. Il n'y en a aucun. On n'arrive jamais à rencontrer les distributeurs ensemble. Alors maintenant, la FCD est un peu plus représentative avec une enseigne de plus. Mais enfin, il est de la responsabilité des pouvoirs publics de créer un lieu dans la durée où les maillons de la chaîne alimentaire puissent se mettre au travail avec ces deux préoccupations, celle du court terme, bien sûr, mais aussi celle du long terme, parce que on est face à des questions terribles devant nous. Quand on voit les importations qui ne cessent d'augmenter, elles ne cessent d'augmenter, et nos exportations qui s'effritent, enfin, prolongeons ce scénario sans réagir, et où nous mène-t-il? Où nous mène-t-il? Donc, voilà, on est assez inquiet. Je vous ai donné la situation des entreprises agroalimentaires, elles se dégradent. Et encore une fois, le paysage de la distribution ne profite pas, en termes de marge, de tout cela. Voilà, donc nous allons interpeller le gouvernement, une fois de plus, pour organiser ce genre d'exercice, puis surtout pour que les décrets de la loi Hamon sortent, et que la DGCCRF fasse effectivement son travail. Vous savez, vous avez annoncé il y a quelques semaines que nous allions à COP de France. Nous voulions devenir un acteur de l'agroalimentaire mieux reconnu,
plus proche de nos coopératives adhérentes. Et nous sommes donc en train de créer le COP de France agroalimentaire, autour d'un pôle que nous sommes en train de structurer, avec des compétences que nous avons recrutées et que nous recruterons encore. Aujourd'hui d'ailleurs, notre équipe est dans une coopérative pour former tous les commerciaux du groupe à préparer les négociations 2015, notamment autour de ce qui est quand même le socle de la loi Hamon, les CGV, les conditions générales de vente, qui sont en train quand même, enfin qui peuvent nous laisser espérer que les modalités de la négo vont changer pour les négociations 2015. Mais encore faut-il que le monde de l'agroalimentaire s'approprie bien ces nouveaux éléments de négociation. Et donc notre équipe est en train d'apporter un appui très fort dans nos coopératives pour les aider à construire ces conditions générales de vente. Mais donc il faut pour ça que les décrets sortent rapidement. Enfin, je voulais vous dire un petit mot sur ce qu'il convient d'appeler la redevance transit poids lourd. Je vous disais en introduction qu'en dehors du nom, peu de choses avaient changé. C'est même assez incroyable. Hein. Il a fallu nommer un médiateur. Le médiateur nous a reçus déjà 2 fois. Il nous semble que nous sommes dans un dialogue de sourds, puisque par rapport à ce qui était envisagé, rien n'a changé, des fondamentaux. Le mécanisme est toujours aussi injuste, toujours aussi pénalisant. Ceux qui traverseront la France, les transports étrangers, ne participeront pas. Aucun plan, aucune mesure n'est envisagée tant pour le fluvial que pour le ferroviaire. Bon sang, c'était l'origine même de la création de cette écotaxe. La vraie raison de tout ça, c'était pour décourager les transports routiers et essayer de voir dans quelle mesure, avec cette contribution, on allait pouvoir relancer le fret ferroviaire, fluvial, etc. Que dalle, triple zéro, quand on demande, y compris à la ministre, ce qui est envisagé en la matière, rien. On nous dit qu'on va passer par une phase expérimentale d'octobre à janvier. Attendez, il ne faut pas se foutre du monde, quoi. On n'expérimente pas un truc en 2 mois. Hein. D'ailleurs, je ne vois pas comment on pourrait être prêt pour le 1er octobre en expérimentation. Le parc routier, le camion n'est toujours pas équipé. Les portiques existent encore dans certaines régions, mais les camions ne sont toujours pas équipés. Bon. Donc là aussi, c'est absolument incroyable de voir l'évolution d'un tel dossier. Et je vous informe que nous allons rejoindre la plateforme qui réunit nombre d'acteurs, la CGI, la FNSEA, l'ANIA et bien d'autres fédérations professionnelles, pour ensemble manifester notre refus total de voir appliquer cette redevance sur les principes qui sont aujourd'hui énoncés. Voilà, je voudrais quand même vous dire que nous avons gagné une bataille avant cet été. Elle mérite d'être soulignée. Vous savez que les coopératives ne sont pas éligibles au CICE. Nous avons pourtant tout fait pour convaincre le gouvernement. Il l'a été, mais Bruxelles a empêché cette éligibilité. Nous avons obtenu dans la loi de finances rectificative au du mois de juillet, la suppression totale et immédiate pour les seules coopératives agricoles de la C3S, la contribution sociale de solidarité, qui n'équivaut pas tout à fait pour la coopération à ce dont on aurait bénéficié pour le CICE. En ordre de grandeur, je vous disais, on parlait d'une centaine de millions pour le CICE, et on est à la moitié pour la C3S. Ça veut dire que nous ne nous arrêtons pas là, et que nous continuons à travailler avec le gouvernement, et on va le faire très vite avec Emmanuel Macron, pour trouver d'autres allègements, parce que je ne retire rien de ce que je dis depuis le Salon d'agriculture. Emmanuel Paris, notre responsable des ressources humaines, est ici, il pourra vous le confirmer. Notre observatoire de l'emploi
que nous avons créé il y a quelque temps nous confirme chaque jour que nous avons un potentiel de 50 000 embauches dans la coopération agricole. Et donc, j'ai toujours dit aux différents ministres que ce potentiel, ce n'était pas quelque chose au doigt mouillé, c'est une réalité. Il faut donc quelques mesures qui redonnent confiance au monde économique et à nos coopératives pour que les projets se confirment et que les recrutements envisagés se concrétisent. Voilà, donc la C3S, c'est un premier pas. Il faut qu'on en obtienne d'autres. Je ne veux pas allonger cette intervention davantage. Je vous remercie de votre attention et puis nous sommes bien sûr à votre disposition pour répondre à vos questions.